Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Duret. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, chef économiste de Goldman Sachs en France. Alors Goldman Sachs, justement, la prestigieuse banque américaine qui a livré, il y a de ça quelques jours, c'est tout chaud, ses prévisions économiques et financières pour cette année, pour 2019. On va passer tout en revue, la macro, la finance, les marchés, les taux d'intérêt, il y a des tonnes de choses. Ce que je retiens sur les marchés, parce que Boursorama, évidemment, on a envie de savoir, autant, il y a une conférence qui a été donnée, ce que je retiens, c'est que autant que pour vous, s'agissant des marchés actions, le rebond récent, technique diront certains, il était justifié parce que les marchés étaient allés trop loin, autant on a le sentiment en vous écoutant, en écoutant Goldman Sachs, que ce rebond va vite trouver ses limites et qu'en fait le potentiel de hausse est limité. Je résume, c'est bien résumé ou pas? Alors oui, on est redevenu surpondéré en allocation d'actifs pour les actions, étant donné la correction. Mais il est clair qu'en 2019, on aura un rendement total des actions qui sera plus faible qu'en 2018 et encore plus. En 2018, en même temps, il était négatif. Donc oui, alors en fait, on aura un rythme de rendement beaucoup plus faible puisqu'on aura avec la. Les actions ont fait moins 10, donc faire un rendement plus faible que moins 10, ça veut dire quoi? Non, je veux dire, ce que je veux dire en 2019, c'est que le rendement par les bénéfices et la croissance des bénéfices sera plus faible en 2019 puisqu'on est en ralentissement de la croissance mondiale. Ceci étant dit, on écarte pour 2019 le risque de récession. On va en parler, donc, mais cette performance sur les marchés actions, sur les indices cette année, ce potentiel, la performance elle est modeste à attendre pour Goldman Sachs sur les marchés actions, le potentiel est limité? Assez limité, on est neutre pour les actions européennes et à 3 mois on reste surpondéré en actions américaines puisqu'on est encore dans... Donc il y a encore du potentiel à horizon encore 3 du mois potentiel parce sur les actions américaines. On a encore un effet positif de la simulation budgétaire aux États-Unis dans les prochains mois et on a encore des opérations de rachat d'actions qui sont programmées. Ouais. Donc à horizon de 3 mois on reste... Et sur l'année 2019 encore une fois, donc au global, oui ou non, ça c'est bien compris, c'est juste ça, hein. Potentiel limité sur les actions 2019 pour potentiel limité, oui. C'est ce qu'il faut retenir, ok. Parce que derrière, les marchés évidemment, parce qu'il y a la saison des résultats qui a commencé, là, notamment aux États-Unis, il y a cette idée, je pense que chez Goldman Sachs, c'est votre point de vue aussi, qu'il y a trop d'optimisme encore, que ce soit sur le 4e trimestre 2018 ou même sur l'année à venir, le marché est encore trop optimiste sur ce qu'on devrait réellement avoir en termes de croissance bénéficiaire? Alors, comme vous l'avez souligné, on a eu un rendement négatif en 2018 parce que le marché a surinterprété l'affaiblissement des indicateurs économiques à la fin 2018 et donc a été très négatif. Et puis avec le rebond, il est redevenu très positif. Donc je pense qu'il faut un peu tempérer cet optimisme pour 2019. Ouais. Sachant que l'année dernière, quand même, il faut se rappeler que on a eu un marché baissier, enfin dans le rouge aux États-Unis, je sais pas, moins 10 chez vous, avec des bénéfices qui ont augmenté de 20%. Donc c'est vrai que pour le commun des mortels, ça peut paraître bizarre. Donc en gros, si on a 6-8%, c'est ce que vous anticipez, je crois, sur les croissances bénéficiaires entre la zone euro. Bénéfices par action, oui, 6%. Oui. Donc on se dit que c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison finalement que les marchés baissent. En même temps, je veux dire, les marchés ont baissé avec 20% de hausse des bénéfices par action l'an dernier. Donc on est un peu chamboulé là. Hein. Oui, non, en fait, ce qui ferait fortement baisser les marchés, en particulier le marché des actions, c'est évidemment un scénario où on rentrerait dans un scénario de récession, ce qui n'est pas du tout notre hypothèse. Okay. Il faut savoir quand même que toute classe d'actifs confondus, aujourd'hui, la probabilité anticipée, enfin, le marché anticipe une probabilité de 50% de récession en 2019, ce qui est vraiment exagéré de notre point de vue. Pour clore sur les marchés boursiers, donc, si je résume, Goldman Sachs est convaincu que les marchés actions, surtout aux États-Unis, termineront dans le vert. Dans le vert, mais pas trop. C'est ça qu'on a. Voilà, comprend. Tout à fait. Oui. Bon, la question après, c'est marrant parce que oui, non, je disais que votre stratège, il disait que cette année, il faudrait être surtout très très prudent sur les valeurs endettées. Et en même temps, quand on voit ce que nous dit la Fed et qu'on comprend que les taux ne vont pas se mettre à flamber parce que le pétrole ne flambe pas, parce que la Fed a fait comprendre qu'elle était conciliante. Pourquoi sur les valeurs endettées être spécialement prudent? Alors on privilégie plutôt les entreprises ayant effectivement un bilan assez résilient à la hausse, au renchérissement du coût de l'argent, parce que notre scénario pour les États-Unis, c'est contrairement au marché, qui encore une fois anticipe dans une large mesure un risque non négligeable de récession, c'est que pour nous, la normalisation de la politique de la Fed au niveau des taux va continuer. Donc on devrait avoir en 2019 encore 1 à 2 hausses de taux, qui n'est pas anticipé par le marché. Donc on risque là aussi d'avoir une hausse de taux le marché aujourd'hui ou il est sur carrément plus rien? Plus rien, voire une baisse, hein, selon certaines estimations. Ouais.
En même temps, le marché est cohérent. S'ils estiment qu'il y a Voilà, un tout à risque de fait. récession, ce Tout n'est à pas fait. normal qu'ils anticipent plus de hausse de taux, voire une baisse. Donc, pour Goldman Sachs, le risque de récession aux États-Unis, donc vous, votre scénario, c'est qu'il est beaucoup plus faible que ce qui est attendu par le marché, même sur 2020. Et là, on se dit pourquoi est-ce que vous écartez ce risque alors que voilà, on a eu 10 ans de croissance. Il n'y a pas de raison objective pour que le cycle se retourne un jour ou l'autre, comme on dit? Alors justement, c'est parce que notre hypothèse de base, c'est que la Federal Reserve, mais les banques centrales en général… Surtout si la Fed augmente ses taux. Quelque part, Alors si elle augmente ses justement, taux, elle peut provoquer cette récession que vous ne voyez pas venir. Il n'y a pas une non, contradiction non, là? non, pas du tout, parce que justement, historiquement, on a deux causes de récession. C'est soit un déséquilibre financier ou surendettement du secteur privé et ou public, Qu'on ne voit pas spécialement aux États-Unis. qu'on ne voit pas forcément. Ouais. Au contraire, du côté secteur public et ménage en particulier, privé et ménage en particulier, ils se sont désendettés et l'épargne a augmenté. Et l'autre cause, c'est la surchauffe du marché du travail que nous, on prend très au sérieux. Il y a un risque de surchauffe du marché du travail aux États-Unis. C'est pour ça que pour nous, on devrait voir… Et qui surchauffe dit pas récession. Bien au contraire. Enfin, en tout cas, économiquement, si y a enfin, je veux dire, voilà, c'est que les salaires augmentent, donc c'est bon pour la consommation. Et après, c'est pas bon pour les marges des entreprises. Surchauffe qui n'est pas accommodée par la politique monétaire amène un dérapage des salaires. Et c'est là c'est comme ça que La Fed après, la Banque centrale se trouve behind the curve, comme on dit en anglais, en et retard. du coup, en retard, elle doit être assez agressive pour stabiliser les anticipations d'inflation. Et généralement, c'est une cause de récession. Un point important là-dessus, c'est que pourquoi on a cette hypothèse de 1 à 2 hausses de taux à partir de juin de cette année. Donc pause pendant 6 mois et après une… Pause pendant 6 mois et puis dès juin, probablement 1 à 2 hausses de taux jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a encore les taux directeurs de la Federal Reserve qui sont en deçà du niveau neutre, c'est-à-dire le niveau neutre des taux, c'est… Alors le niveau neutre dans la bouche de Jérôme Powell, il a beaucoup évolué en quelques mois, vous avez vu, hein? Oui, on en était loin, maintenant on en est proche. Oui, mais c'est parce que vous vous rappelez notre discussion d'il y a quelques mois, le marché avait surréagi là aussi et on avait la courbe, la partie longue de la courbe qui avait fortement augmenté, qui allait au-delà de ce que voulait la Banque centrale. Donc on a eu ce changement de ton de la Federal Reserve qui coïncide aussi avec un resserrement des conditions financières, qui permet à la Fed de faire une pause. Parce qu'on dit, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, on prend tous en référence le 10 ans américain. D'ailleurs, j'ai vu que Goldman Sachs avait baissé de 50 points de base sa prévision sur le 10 ans américain pour fin 2019. Voilà, c'est pas rien 50 points de base quand même. Mais dire que les conditions, voilà, le 10 ans américain c'est une base, tout est indexé dessus, mais quand un agent, une entreprise ou un ménage veut s'endetter pour acheter une maison ou investir, ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça qu'il faut regarder, les conditions de financement des agents économiques, qui là pour le coup est plus restrictif que ce que laisse croire le 10 ans américain. Je ne sais pas si je résume bien le… Tout à fait, oui. Et c'est pour ça que nous, on a élaboré un indicateur qui s'appelle de conditions financières, qui est une moyenne pondérée entre les taux court terme, long terme, les spreads de crédit et la valeur boursière et le taux de change effectif, qui prend en compte en fait tous les canaux de financement de l'économie. Et ça s'est fortement resserré sur la fin de l'année, début de cette année-ci. Et du coup, ça permet à la Fed de faire une pause. Mais la donnée fondamentale, et c'est ça qui est très important pour les États-Unis, c'est qu'avec une prévision de croissance que l'on a pour les États-Unis de 2,4 cette année, et un marché du travail avec un taux de chômage qui continue à baisser, qui est en dessous du niveau non inflationniste du taux de chômage, on a… Il n'y a pas de récession selon vous. Les salaires devraient continuer à progresser. Donc pour Goldman Sachs, il n'y aura pas de récession aux États-Unis en 2020. Non, mais c'est parce que c'est pas tout ce que price le marché aujourd'hui. Pour le coup, Goldman Sachs, c'est contrariant. Voilà, le marché… mais vous avez votre logique en même temps. Tout à fait. Et donc, c'est parce qu'avec ces deux hausses de taux, la Federal Reserve va permettre de consolider la croissance sans éviter un dérapage des salaires. Mais ces deux hausses de taux supplémentaires peuvent très bien aussi… on sait que la hausse de taux, historiquement, c'est ce qui provoque aussi les récessions. Hein. Si c'est mal expliqué par la Banque centrale, on en avait discuté également auparavant, c'est que je pense que ce qu'a essayé de faire le président de la Federal Reserve, Powell, et ses collègues, c'est d'avoir un côté pédagogique dans la normalisation des taux en disant c'est nécessaire pour consolider la croissance et accompagner la croissance et de manière à ce qu'il n'y ait pas de surréaction du marché. Tout ça tient la route dans ce qu'on raconte, mais après est-ce que finalement à l'épreuve des faits, si le marché américain continue au-delà du rebond technique à dégueuler comme disent certains sur les marchés, tout ce qu'on dit là sera faux et au final changera son braquet d'épaule et les marchés auront eu raison finalement parce qu'elle n'augmentera pas ses taux. Elle sera market dependent comme on dit. Pardon, Powell, en début d'année, là, il a quand même dit clairement qu'il avait l'oreille des marchés. Il écoutait il regardait ce qui se passait. Hein.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui, avec On s'en doutait, mais il fallait le dire. Oui, voilà, mais ce qui compte dans la dynamique du cycle économique, c'est avant tout les anticipations du marché en termes d'inflation, de salaire et autres. Donc si on a une politique monétaire qui est mal comprise, on peut générer des mauvaises réactions ou des surréactions dans le marché qui finalement précipitent le problème qu'on voulait éviter. Bon, sur la croissance mondiale, on aurait dû peut-être commencer par là, la Oui. durée. Vous êtes sur 3,5% de croissance dans le monde cette année et en 2020. Pourtant, quand on écoute le FMI, vous avez vu le FMI, c'était hier, la croissance mondiale a ralenti, peut-être plus fortement d'ailleurs que ce qui était prévu. En même temps, quand ils révisent leurs chiffres, ils tombent sur les vôtres, sur 3,5%. Donc il y a quand même cette cohérence. Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer le freinage de l'économie mondiale aujourd'hui? Et si on se voit dans 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, on se dit, bah, tiens, finalement, oui, on n'a pas vu venir, mais ça ralentit plus que prévu. Alors, dans une grande mesure… Sans parler de récession pour autant. Non, non, mais en fait, le scénario de croissance mondiale est encore fortement tributaire du scénario que vous avez pour les États-Unis et du scénario que vous avez pour la Chine. Nous, on reste constructifs on l'a évacué sur les États-Unis. Sur les États-Unis, on l'a évacué. Le scénario de Goldman Sachs, en tout cas. Et sur la Chine, ce qui a perturbé pas mal les marchés, c'est qu'on a commencé une année 2018 avec un rythme séquentiel de 7% lent. On a fini de croissance et on a terminé à 6. Ouais. Maintenant, et les clignotants sont quand même sacrément à l'orange ou au rouge quand même en Chine. Vous avez vu tout dépend du scénario. Tout ce qu'on a vu sur les ventes de voitures. On en parlait hier avec Marc Turantino, mais sur la production manufacturière, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on a eu la croissance au plus bas depuis 28 ans. On a eu voilà. Et puis d'ailleurs, on voit bien la réponse de Pékin qui cherche à stimuler son économie. J'ai lu dans Le Monde, il y avait un économiste chinois qui disait mais attendez. La croissance sur la fin 2018 et début 2019, on est plutôt à 2 en réel. On sait que les chiffres sont toujours un petit peu tripatouillés en Chine. Quand même. Oui. Alors justement, c'est un point important parce que les autorités chinoises ont commencé des mesures de stimulation de leur demande intérieure parce qu'on est dans un contexte où le commerce mondial se ralentit. Et donc, justement, notre scénario constructif sur la Chine, c'est parce qu'on pense que si on a un ralentissement encore plus prononcé du commerce mondial, les autorités chinoises vont certainement passer par de la simulation budgétaire sous forme de baisse d'impôts. Mais c'est déjà le cas, baisse d'impôts. Oui, mais ils pourraient faire plus. Et peut-être aussi une baisse des taux d'intérêt, une politique monétaire stimulante. Qui t'a tiré un trait sur cette promesse d'avoir une croissance plus saine avec un endettement qui est… Je pense qu'ils sont très pragmatiques. Ils sont très pragmatiques. Eux aussi, hein. Et en commun avec les Américains. La croissance. Bon, on a oublié quoi donc la Chine, donc on ne s'inquiète pas plus que ça. Non, pour la Chine, il y a quand même beaucoup de gens qui disent attendez là, peut-être que… Bon, vous me direz, on a eu ça aussi en 2015, je crois que c'est 2015, 2016, on a aussi cette peur là du gros ralentissement. Pour vous, il n'y a pas, malgré tous les clignotants que j'ai cités, il n'y a pas… Ça sera piloté, ça reste piloté par Pékin. Pour le moment, oui. Mais on reste assez confiant sur la Chine à ce niveau-là. Bon. Sur le pétrole, un petit mot comme du pétrole. Le pétrole, tout ça reste très cohérent. Moi, je me rappelle il y a très longtemps, Goldman Sachs voyait le pétrole à $200. Ah non, alors c'était pas une prévision, c'était un risque. Mais c'était pas une prévision. Non, sur le pétrole, comme je le disais, toute classe d'actifs, on retrouve maintenant ce sentiment dans le marché qu'une récession serait possible en 2019. Si vous regardez aujourd'hui les prix du pétrole, ils anticipent en fait implicitement une hausse de la demande de pétrole en 2019. 1 million de barils le jour. Oui, 900 000 barils de plus en 2019 par jour qu'en 2018, ce qui correspond à une croissance mondiale de 2,5. Alors qu'on n'a pas de 5, on a un point de plus. Oui, mais 2,5, ça veut dire aussi qu'on voit des poches de récession un peu partout dans le monde. Or, nous, on est à 3,5 en croissance mondiale, le consensus est à 3,6 et la fourchette la plus basse du consensus des prévisionnistes est à 3,2. Donc le pétrole n'est pas assez cher. Il n'est pas assez cher. Il devrait remonter à horizon de 6 mois, on le voit à 67,5 $. Ouais, bon, ça fait un petit 8% de plus, quoi. Voilà, on a eu un rallye qui évidemment a amenuisé le potentiel de hausse, mais on reste avec un potentiel. Pardon, on passe un peu de sujet en sujet, mais c'est important, on est en début d'année, même si on est déjà quasiment fin janvier. Sur la BCE, on a un sentiment que le marché ne voit plus du tout de hausse de taux cette année. Vous faites partie de ceux qui, pour le coup, êtes dans le consensus, là, pas contrariant là-dessus? Alors, on reste hors consensus, puisque il y a un an, on disait la BCE n'augmentera pas ses taux avant la fin 2019 au plus tôt, puis le marché voyait déjà des hausses de taux en juin et septembre. Ouais. Aujourd'hui, avec les surprises économiques qu'on a eues en fin d'année, le marché ne voit plus de hausse de taux en 2019, et on continue à dire qu'on a une
probabilité de 60% d'avoir une hausse de taux de la BCE en décembre 2019 de 20 points de base. Mais 20 points de base on du a taux baissé refi, notre du taux probabilité refi. à 60%. Le taux refi. Le taux d'intérêt sur la facilité de dépôt qui est à moins 40. Ah oui, d'accord, donc c'est même pas le taux refi. Non. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, quand on appelle hausse de taux, pour nous, c'est le taux refi, pour le coup. Hein. Oui, d'accord, mais le taux directeur. Aujourd'hui, on a presque 2 trillards de trilliard, c'est 2000 milliards. Hein. 2000 milliards de liquidités excédentaires dans le système, qui fait que en fait, le taux court, le taux jour le jour sur le marché monétaire, colle au taux sur la facilité de dépôt de moins de 40 points de base. Donc le vrai taux de politique monétaire de la BCE aujourd'hui, c'est le taux. C'est pas celui qu'on regarde tous, le taux directeur, c'est le taux de facilité de dépôt, d'accord. Et là, pour le coup, il y aurait donc une hausse de 20 BP, 20 points de base, 0,2%. En décembre 2019, pricé à combien? À 60%? 60%. Ouais. D'accord. Et sur le taux refi, hausse de taux en 2020? Alors, il pourrait probablement commencer par un ajustement du taux de moins 40 points de base, le taux dépôt, et puis de 25 points de base dans le courant 2020. Ouais. On manque de temps juste, parce qu'on parle de la BCE, sur la zone euro. Ça freine quand même sévère la zone euro. Alors justement, ça c'est un point important, c'est que en fait, la décélération continue qu'on a eue de la croissance en zone euro depuis le janvier 2018, il y a des éléments attendus et non attendus. Les éléments attendus, on en a parlé, c'est la croissance mondiale qui, dans le cas de la zone euro, a été accentuée au second semestre 2018 par l'appréciation du taux de change qui met généralement fin 2017, hein, ça met un an l'appréciation de l'euro met un an à impacter le rythme de croissance des exportations. Donc là, on l'a vu au second semestre 2018. Les éléments moins attendus qui ont perturbé fortement le marché, c'est des perturbations ponctuelles qu'on a eues au troisième trimestre en Allemagne par des effets climatiques, le niveau du Rhin et des perturbations de production dans le secteur c'est automobile. C'est un accident Alors c'est un accident, c'est-à-dire ce troisième trimestre oui, en Allemagne. c'est un événement. Ça ralentit quand même partout, hein, Italie, France. Non, mais c'est important, c'est que cet élément ponctuel a généré davantage le risque de récession ou de ralentissement économique. Or, c'est un décalage dans le temps de la production par des problèmes techniques d'ajustement aux nouvelles normes d'émissions de gaz. Donc ça sera rattrapé, vous écoutez? Ça sera rattrapé. Notre scénario, c'est qu'il y aura un rattrapage, mais qui sera très graduel et qui va probablement s'étendre jusqu'à juin de cette année, 2019, parce qu'il y a un autre phénomène en plus de cet aspect offre dans le secteur automobile allemand. Il y a l'aspect demande, qui est en fait l'interdiction des modèles diesel décrétés par les grandes villes allemandes. Incertitude, mais qui sont encore incertains, puisqu'on ne connaît ni le timing de cette interdiction, ni le type de modèles qui seront concernés. Donc il y a un aspect demande aussi. Pour vous donner un exemple, c'est qu'au troisième trimestre de 2018, la consommation des ménages a reculé de moins 0,3% de trimestre à trimestre. En Allemagne. En Allemagne, mais la demande des ménages allemands pour les voitures a reculé de moins 0,8% derrière ce 0,3. Donc on a un phénomène assez important. Donc pas d'inquiétude non plus sur l'Allemagne? Alors on est en rythme ralenti. Sachant que par exemple la zone euro, enfin, on va aller en finir à quoi? 1,4, 1,5 Et sur la France pareil, on est quoi? 1,4, 1,5 1,5. 1,5 là c'est dans le consensus. 1,5 cette année. Là, Goldman Sachs est dans le consensus. On est, oui, à ce niveau-là. Tout dépendra un peu du premier trimestre, de la consommation des ménages en France au premier trimestre. Parce qu'on a un effet probablement encore perturbateur venant des gilets jaunes, et on le voit dans les enquêtes des ménages au mois de décembre, qui ont fortement baissé. Mais on a quand même, tout au long de l'année 2019, un effet budgétaire avec les baisses d'impôts qui devraient quand même commencer à opérer. Et à stimuler un petit peu les Françaises qui en a un peu besoin. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Alain Duré, donc, le chef économiste de Goldman Sachs en France, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.